Tout d'abord, merci d'être venu et merci à Pierre Le Liance et... Oui, pas de problème. Et le comité scientifique pour cette invitation. Je me sens très honoré de pouvoir présenter mes travaux ici. Donc, tout d'abord, je vous parle d'un projet qui est sur l'interface entre les maths appliquées et les chimies. Et vous voyez, c'est tout à fait un travail d'équipe. Et on a commencé néanmoins 3 mathématiciens, donc Eric Ansès, Yvon Madet et moi-même. Et j'aimerais remercier la Fondation Franz Berkeley qui nous a permis de commencer avec ce projet quand j'étais encore à Berkeley. Eux, ils étaient ici, ça nous permettait de travailler ensemble. Et entre-temps, vous voyez sur la liste, il y a plusieurs chimistes qui ont joint l'équipe. Donc, on a pu convaincre nos collègues chimistes de nous soutenir pour ce projet et de faire le pont entre les maths appliquées et la chimie. Donc, une sorte de transfert de savoir des maths appliquées vers la chimie. Donc, je vous propose de faire une excursion en chimie computationnelle et voir comment une idée mathématique a pu intervenir et donner des inputs à l'autre communauté. Et j'aimerais mentionner que ce n'est pas une présentation sur la mathématique d'un problème qui vient de la chimie, c'est plutôt un travail qui est interdisciplinaire. On a travaillé avec les chimistes d'une manière interdisciplinaire. On a travaillé sur leurs algorithmes, et essayé d'améliorer leurs algorithmes d'une manière interdisciplinaire. Avant qu'on commence avec les choses sérieuses, notre première publication sur ce sujet, c'est Eric, Yvon et moi-même dans Journal of Chemical Physics. Et tous les 3 naïfs mathématiciens, on voulait soumettre, et le premier review était comme ça. There is a useful numerical method here at the heart of it all, but the presentation is a convoluted mess. D'accord? OK. Ils sont moins gentils en chimie que peut-être en maths. Mais... Hein? De leur perspective, tout à fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'on parle un autre langage. Non, je crois de point de vue mathématique, tout était clair, mais... Parlant des espèces de Sobolev, ils trouvaient ça un peu inutile. Donc, c'est un aspect, il faut arriver à parler ensemble, ça prend l'effort de pouvoir parler ensemble. However, the manuscript suffers greatly from the reliance on the authors trying to write and act like mathematicians. Donc, apparemment, il n'a pas vraiment regardé l'affiliation. Et it's just a 3D differential equation that they are mapping onto a boundary element method and solving via domain decomposition. It's not rocket science, it's just a linear equation, bla bla bla. Donc, apparemment, lui, chimiste, ne savait pas que Schrödinger est linéaire. Donc, on peut avoir des problèmes qui sont linéaires, qui sont très compliqués. Et aussi, les problèmes en multi-échelle, ce n'est pas du tout trivial. Mais c'est un peu du fun. Et maintenant, on arrive à une introduction sur les modèles de solvatation. Donc, c'est une introduction, moi, mathématicien, pour des mathématiciens comme moi, je vois les choses. Et ce sera peut-être différent si un chimiste vous présente les choses. Donc, le but, c'est de modéliser un liquide. Hein? Et bon, on peut prendre les équations de Schrödinger. Et ça détermine le système, ça détermine les états excités, l'état fondamental, ça détermine beaucoup. Ça, néanmoins, consiste un problème de haute dimension. La dimension, c'est 3n, n étant le nombre d'électrons. Et ça déjà sous une hypothèse ou une approximation qui s'appelle Born-Oppenheimer, en prenant en charge que la masse d'un électron est beaucoup plus faible que la masse d'un noyau. Et donc, la dynamique du noyau n'est pas influencée par la dynamique des électrons. Et si on a une configuration du noyau, les électrons s'adaptent instantanément à cette nouvelle situation. Donc, il y a une séparation d'échelle en temps. Et donc, ici, on regarde le problème électronique et les noyaux
se propagent d'une manière avec des forces classiques. Mais comme j'ai dit, c'est un problème de haute dimension, même si on regarde que les atomes, et de trouver une solution, c'est malheureusement pas faisable si n est le nombre d'électrons et on a une molécule avec 1000 atomes, par exemple. Si vous prenez déjà 10 points de discrétisation par dimension, vous avez quand même un très grand nombre. Donc H, c'est l'hamiltonien ici. C'est écrit sous la forme que, d'abord, il y a deux parties. C'est une partie qui a un terme opérateur à une particule, donc ce qui agit selon une direction de cet espace, c'est le terme kinétique sur l'équation d'onde. Et après, ça, c'est l'interaction entre les noyaux de charge 7 alpha qui sont situés en R alpha avec les électrons. Et ici, il y a un terme de deux particules et c'est la repulsion des électrons. Donc, c'est très compliqué. Donc, une manière de résoudre ce problème consiste à regarder un modèle focusé. Donc, on identifie une partie de tout ce liquide qui est intéressant d'un point de vue chimique qu'on veut étudier. Et le reste, c'est le solvant. Et donc, il y a une sorte d'approximation multi-échelle parce qu'on s'intéresse à celui-ci, mais le solvant a une interaction, un effet sur les molécules, mais on n'est pas trop intéressé sur l'état du solvant. D'accord? Donc, on peut dire une première approche, on néglige le solvant. D'accord? On étudie juste notre molécule dans le vide. Donc, toujours approximer Schrödinger, c'est impossible. Donc, il y a des approches comme, vous avez déjà peut-être entendu, DFT ou Hartree-Fock, qu'on minimise l'énergie, soit dans Hartree-Fock dans un espace qui est plus contraint, c'est-à-dire ça consiste à trouver des solutions sous forme de déterminants, ou on prend comme inconnu pas la fonction d'onde, mais la densité électronique. Et dans ce cas-là, on n'approxime que l'état fondamental de la molécule. Et les effets du solvant sont complètement négligés, malgré qu'on sait qu'ils peuvent apporter, ils ont une influence assez importante sur certains phénomènes. Donc, ça nous amène à vouloir étudier le soluté avec l'impact du solvant. Donc, de faire une simulation DFT ou Hartree-Fock sur tout le système est toujours très, très cher. Parce que si le solvant est par exemple l'eau, il y a beaucoup de molécules de l'eau autour et on ne peut pas trop les négliger parce qu'il y a l'interaction long terme de Coulomb qui décroît avec 1 sur R, qui est quand même assez long. Et donc, il faut prendre suffisamment de molécules d'eau autour. De plus, vu que l'espace de configuration est tellement riche et il y a beaucoup de minimaux locaux, et donc pour des raisons de statistiques mécaniques, il faut faire des échantillonnages sur les molécules d'eau autour pour avoir des résultats qui sont pertinents. Donc, il ne suffit pas seulement de résoudre une fois la situation, mais plusieurs fois. Donc, les modèles de solvatation, ça consiste à ajouter des modèles simplifiés pour les solvants qui coexistent avec un modèle pour le soluté, dans un esprit de stratégie multi-échelle. Par exemple, c'est la stratégie QM-MM qui est associée au prix Nobel 2013, qui consiste à prendre le soluté, de le décrire par la dynamique quantique ou les lois quantiques, et le solvant de prendre des forces classiques qui sont moins précises, mais on s'intéresse plutôt à la partie QM. Donc, comme j'ai dit, la plupart des phénomènes en chimie et en biologie prennent place en phase liquide et les effets du solvant sont importants. Donc, la situation est la suivante. On a un soluté ici et on a des molécules de solvant autour. Donc, étant donné une distribution électronique de charge ρ du soluté là,
et c'est complètement général, ça peut être des charges ponctuelles, des dipôles ou des multipôles dans des champs de force classiques, ou une distribution classique des charges des noyaux plus une densité électronique dans une simulation quantique. Alors, étant donné ce rho, l'énergie électrostatique du solidier est modifiée par la présence du solvant qui soi-même va se polariser. Et donc, un terme additionnel appelé la contribution électrostatique du solvant, et qu'on appelle ici ES, doit être ajouté à l'énergie qu'on calcule ou à l'hamiltonien, comparé à l'hamiltonien en vide. Et le but de ce travail, c'est de calculer cette contribution électrostatique. Donc, c'est une interaction à long range. Et ce n'est pas des effets très proches qui se trouvent sur le bord entre le solidité et le solvant. Donc, il y a différents modèles. Donc, l'explicite, j'ai déjà un peu mentionné. Pardon. Voilà, donc on a une description explicite du solvant, ou soit on remplace le solvant par un milieu continu avec certaines propriétés, mais dans ce cas, il faut introduire une cavité qui n'est pas un concept naturel. Alors, on a juste une densité électronique du solidité qui tend vers 0 si X tend vers infini, mais on n'a pas vraiment un bord de molécule sous un aspect quantique. Donc ça consiste, c'est aussi une étape de modélisation de définir une cavité. Alors les avantages ici, c'est très précis, mais c'est très cher de calculer et il faut échantiller. Ici, c'est beaucoup moins cher parce que quand même, on fait une sorte d'homogénéisation. Les désavantages, c'est la précision. Mais en fait, c'est très bien établi en chimie, surtout que ces genres de modèles ne donnent pas vraiment un bon résultat pour l'énergie, mais si on compare deux situations, une configuration de noyau versus une autre, ça donne plus ou moins la bonne réponse. Et donc, dans un processus de dynamique moléculaire où les molécules bougent et vibrent, c'est suffisant pour décrire les effets du solvant. Donc, la cavité, on peut définir de plusieurs façons. Le plus connu peut-être, c'est la cavité de Van der Waals. Ça consiste de prendre les atomes et les équiper par une boule d'un certain rayon. Ou soit, c'est le Solvent Accessible Surface. Donc, on modélise le solvant par une boule qui peut être n'importe où, sauf ça ne pénètre pas la cavité de Van der Waals, et donc la surface est décrite par l'ensemble des points qui sont le centre de la probe dans le cas où la probe est en contact avec la surface Van der Waals. Et le troisième, c'est le rouge, qui est le point de contact où bon, vous voyez, vous prenez la molécule, vous tournez autour, une boule, et ça se définit la SES. D'accord. OK, donc on suppose ici que ρ est supporté dans oméga, qui est notre cavité, et on modélise l'environnement, le solvant, par un milieu diélectrique, avec une certaine constante diélectrique qu'on appelle epsilon S. Par exemple, pour l'eau, epsilon S vaut 78 points quelque chose, versus à l'intérieur, on a le vide, où c'est 1. Donc, les premières formules, on s'approche un peu à la maths, on doit calculer cette énergie qui est ρ intégrée versus la différence du potentiel généré par ρ dans cette situation, moins le potentiel généré dans le vide. D'accord? Phi, c'est juste le potentiel s'il n'y avait pas eu de solvant. D'accord. Et voilà. Donc, on peut en fait prendre W qui est la différence entre V et phi. Donc, ça s'écrit comme ça. Et W consiste à résoudre cette équation. Ça
avec des termes ou conditions de Champ et de Champ sur epsilon grade W dot n. Et on remarque si jamais epsilon s est infini, ça annule le champ, le potentiel en dehors de la cavité. Il n'y a pas de champ électrique si jamais la constante diélectrique est infinie. Et c'est un des modèles, en fait, qu'ils utilisent en chimie de dire que 78, c'est infini. Donc, on pose ça égal à infini à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de champ électrique à l'extérieur. Et, par contre, on prend compte un peu d'un epsilon s qui est fini en mettant ici une fonction complètement empirique, telle que ça reproduit bien les résultats. Donc, d'une sorte, on résout un peu le faux modèle et après, on essaie de corriger. Mais, pour des epsilon s qui sont suffisamment grands, c'est quand même, ça donne des bonnes approximations. Donc, on est quand même restreint à résoudre une équation très, très facile. Ce n'est pas le problème c'est la géométrie. La géométrie, si on a une molécule qui a un trait-sang, donc ici on a hémoglobine, c'est autour de 2200 atomes. Et donc, cette géométrie, on doit résoudre cette équation à l'intérieur de cette géométrie, et ça pour plusieurs pas de temps, disons 100 000 pas de temps, et la géométrie bouge. Donc, vous imaginez, si vous maillez cette surface, vous n'avez jamais arrivé à faire une simulation de dynamique moléculaire. Donc, une discrétisation qui existe, il y en a un peu d'eux, ça c'est la plus mathématique, je dirais. On représente ou on transforme le problème volumique dans une équation intégrale sur le bord de la cavité, c'est-à-dire on prend l'opérateur simple couche et on décrit le nouvel inconnu, c'est un sigma qui est une charge qui s'appelle apparent surface charge et qui est dans H-1,5 sur le bord de la cavité, et on résout cette équation intégrale où le simple couche égale les conditions de Dirichlet. Donc, on peut mailler la surface, donc ici un exemple, approximer le sigma sur chaque triangle par un polynôme. Le plus simple, c'est des constants par morceau, vu qu'on est dans H1-1,5, c'est une discrétisation conforme. On résout le problème discrétisé où on teste contre des fonctions dans le même espace d'approximation. Et on calcule les potentiels à l'intérieur en prenant le potentiel de simple couche. Et après, on calcule l'énergie. Quelques remarques sur ça. Donc, ça, c'est une équation de première espèce qui est très bien compris, qu'on connaît tous les résultats d'approximation. Comme j'ai dit, la difficulté vient avec la géométrie. Et si on fait une implémentation très, très naïve, on arrive à un algorithme qui est à l'échelle de m carré, si m, c'est le nombre d'atomes. On peut implémenter une méthode de phase multipole pour avoir une dépendance linéaire, mais c'est plutôt difficile. Il y a beaucoup de paramétrage, des box, des degrés, des harmoniques sphériques dans les FMM. Ce qui est plus grave, c'est qu'il n'y a pas un profil d'énergie lisse par rapport à des changements de coordonnées. C'est-à-dire, si on prend une dissociation, par exemple, entre un hydrogène et fluoride, donc on varie la distance entre les noyaux, en exact, on a un profil qui est parfaitement lisse, et dû à la discrétisation, l'approximation oscille, c'est-à-dire on peut falsifier la dynamique, ou si on fait une optimisation de géométrie, on se retrouve dans des minimaux locaux qui ne sont pas les bons. Donc ça, point de vue mathématique, on pourrait dire, OK, c'est le prix à payer, mais pour les chimistes, c'est très, très important. Donc, c'est là où on a commencé à travailler. Donc, on a proposé un algorithme de décomposition de domaine pour résoudre le problème.
Donc, on a pris la cavité de Van der Waals, c'est-à-dire c'est une réunion de boules. Okay, on se rend compte de ça. On va résoudre le Laplacien là-dedans avec des conditions de bord Dirichlet. Donc, on écrit ça sur un ensemble de sous-problèmes locaux où dans chaque boule, on veut résoudre le Laplacien avec des conditions de bord type Dirichlet avec un GI qui est donc en conique qui dépend des voisins. Donc, pour définir ça proprement, on prend le bord local gamma i et on dit que c'est une partie intérieure, une partie extérieure, ici en pointillé. Sur l'extérieur, c'est très facile de savoir ce qu'il faut imposer. Bon, c'est moins phi, donc c'est les conditions de bord Dirichlet du problème global. Et à l'intérieur, on prend les solutions des voisins. Donc ici, c'est juste le oméga 3. Ici, dans le noir, on prend un demi celui-ci et un demi de solution de celui-ci. Ça, c'est tout dans cette formule-là. Et après, vu qu'on ne connaît pas les solutions des voisins, on fait simplement des itérations. Mais on ne s'arrête pas ici. On se souvient quand même qu'on a un problème homogène à la base. Donc ici, on a un membre de droite qui est 0. Donc ça nous permet de traduire ces problèmes locaux en des problèmes d'équation intégrale. Donc, de nouveau, on introduit le potentiel simple couche locale. Donc cette fois, j'ai juste un intégral sur le bord de chaque sphère, avec une densité sigma i que je cherche localement sur chaque boule. Et je prends donc je peux décrire la solution vu que c'est harmonique par ce simple couche. Je prends la trace sur le bord, la trace du simple couche est continue. Ça me arrive à cette équation d'intégrale premier espace, SI sigma i égale GI. Donc SI sans tilde, c'est l'opérateur de H moins 1,5 à H plus 1,5. Et si je mets le tilde, c'est le potentiel. Donc, j'examine le potentiel S à l'intérieur de la boule et pas sur la surface. Donc, ça nous permet d'avoir des équations intégrales locales. Et donc, dans l'esprit de l'algorithme de décomposition de domaine, on itère. Donc, à chaque étape K et chaque poule I, je résous cette équation. Et le GI est donné par soit les données Dirichlet globales, soit le potentiel des voisins. Donc, si je suis sur cette sphère, soit je prends le moins phi S ici, soit je prends le potentiel généré par la densité sigma j k-1 du voisin j. Voilà, ou ici, je prends un demi celui-ci, un demi celui-ci. Donc, une étape ici consiste à, étant donné des données Dirichlet sur le bord, je dois résoudre mon potentiel et communiquer la valeur du potentiel sur les frontières des voisins qui se retrouvent à l'intérieur de cette boule. Ça, c'est une étape. Et on a fait une recherche de littérature. Apparemment, c'est une nouvelle manière de définir des algorithmes de décomposition de domaine pour des équations intégrales. Donc, d'abord, appliquer un algorithme de décomposition de domaine du problème volumique et après, seulement après, de transformer ça en problème local sur chaque bord des unités. Donc, apparemment, ça semble être nouveau, comme j'ai dit. Normalement, les décompositions de domaine des équations intégrales, c'est surtout on divise la surface dans des sous-entités et on fait quelque chose de décomposition de domaine. Cette approche, vu que c'est inspiré par un décomposition de domaine volumique, mérite les propriétés de convergence de la version volumique, évidemment. Donc, on passe à la discrétisation. Donc, on utilise comme ingrédients les harmoniques sphériques et les quadratures de Lebedev pour faire des intégrations sur des sphères. Donc, je vous rappelle que les harmoniques sphériques sont un ensemble complet de fonctions orthonormales sur L2 sur la sphère. Et très important dans ce cadre, c'est les harmoniques sphériques sont des fonctions propres de l'opérateur simple couche. Donc, si j'applique le S à
harmonique sphérique, j'ai juste un facteur multiplicatif par la même fonction. Donc, si je discrétise cet opérateur, ça me donne une matrice diagonale. Et ça, pour le numérique, ça a des conséquences assez favorables. Après, ça, c'est pour la boule d'unité. Donc, on peut quand même, par un scaling approprié, ça faire la même chose avec cette forme diagonale sur n'importe quelle boule de n'importe quel rayon. Et donc, on propose de prendre une approximation de sigma ik par une série tronquée des harmoniques sphériques de degré n. OK, deuxième ingrédient, c'est parfois il faut intégrer sur la sphère, on ne sait pas intégrer exactement, donc c'est un ensemble de points et de poids sur la sphère, et on approche l'intégrale par cette somme-là, et il y a des propriétés d'exactitude pour un certain nombre de points de Lebedev pour un autre ordre d'harmonique sphérique qu'on intègre exactement. Donc, le problème, disons, variationnel, ça consiste à prendre l'équation SI sigma ik égale GIK, où GIK, c'est ce que j'ai spécifié avant, tester contre n'importe quelle autre fonction de test, vu que cet opérateur diagonal et les harmoniques sphériques sont orthonormales, je peux l'écrire directement comme ça, où Pn, c'est le projecteur sur les harmoniques sphériques de degré n. Donc, deux remarques. D'abord, si on s'est donné un développement des harmoniques sphériques de degré n de Pn GIK, j'ai presque gratuitement les inconnus sigma ik parce que cette matrice ici, c'est diagonale. Deuxième remarque, pour obtenir ces coefficients du membre de droite, je devrais intégrer cette fonction versus les fonctions de test. Vu que je ne sais pas intégrer exactement, on propose ici un schéma de quadrature de Lebedev. Donc, on peut, en faisant un résumé, à chaque itération K pour chaque sphère, et pour chaque point d'intégration, je veux calculer le degré, le coefficient de l'expansion des harmoniques sphériques de mon membre de droite. Donc, je dois intégrer sur le point sur la sphère, donc je dois évaluer les G à plusieurs points d'intégration. Donc, si on est à l'extérieur, je prends simplement le moins le phi. Si je suis à l'intérieur ici, la première chose qu'on fait, c'est on projette ce point sur le bord de sigma j, donc c'est le yn. Deuxième chose, on écrit l'inconnu, donc la densité à ce point-là. On applique l'opérateur de simple couche qui est seulement multiplié chaque mode par un mode qui dépend de L, qui est le coefficient ici dans cette expansion. Et après, on a le potentiel sur le bord, mais pas à l'intérieur. Mais si j'ai mon potentiel sur le bord en forme de coefficient des harmoniques sphériques, c'est très facile de trouver l'extension harmonique à l'intérieur du boule juste en prenant un scaling de rayon de cette distance divisé par le rayon puissance L. Et c'est très, très vite pour les calculs, en fait. Donc ici, c'est une simulation de mon molécule préférée, c'est le caféine. Donc on commence, on a un degré n égale 10, on commence à 1 et on voit que avec les étapes, ça converge et ça donne des sigmas qui sont continus. Ça, oui, en fait, c'est pas. On met encore un facteur multiplicatif pour du Van der Waals. C'est un peu plus grand que sur le dessin, mais c'est presque la même chose que SAS. Il y a une petite différence qui est assez subtile, mais qui peut changer énormément les choses. Par exemple, en 2D, d'accord? Si j'ai une situation comme ça, et j'ai un solvant de cette taille-là, donc si je trace la SAS, c'est quelque chose comme ça. Mais si je gonfle chaque rayon Van der Waals, ça me donne aussi quelque chose à l'intérieur.
D'accord? Le solvant ne peut pas accéder à l'intérieur, mais c'est très difficile de prendre ça en compte. Donc, pour le moment, on prend juste un Van der Waals qui est un peu gonflé. On travaille sur ce modèle-là en ce moment pour en fait exclure qu'ici, il y a aussi un epsilon S qui est infini à l'intérieur, qui falsifie, ou bon, oui, qui modifie l'énergie. Elle est donnée par des points qui sont les centres des noyaux, et plus le type d'atome, ça spécifie le rayon Van der Waals qu'on multiplie par un facteur 1.1 dans notre simulation. Donc, géométriquement, de comprendre quelle boule intersecte quelle boule, quelles sont les intersections de surface. C'est possible. C'est possible, mais oui. C'est du travail. C'est du travail, oui, exactement. Exactement. On veut quelque chose qui consiste pas à m carré. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Donc, ouais. C'est une thèse en cours. Ouais. Absolument, absolument. Donc, ça, c'est une thèse en cours. Quand maintenant, on est juste là, on veut juste visualiser déjà la surface. C'est déjà assez difficile de trouver un algorithme efficace qui est raisonnable en termes de nombre d'atomes pour exclure sa partie à l'intérieur. Bon, la boule qui glisse sur la surface, c'est lié à l'optique géométrique. Oui, oui. Tout est déterminé, mais il faut trouver des algorithmes efficaces. Et, ouais, ouais. Il n'est pas clair quelle est la géométrie la plus simple. Là, vous observez beaucoup des boules parce que vous avez toute la puissance des harmoniques sphériques, la reconstruction harmonique. C'est tout simplement la tâche. Si vous preniez une autre surface avec des boules qui roulent, là, Ouais. on a une surface bizarre. Ouais. On ne saurait pas très bien quoi faire. Non, non, c'est un travail en cours. Ouais. Pas réduite. Donc, tout ce qu'on a besoin. Oui, d'accord. Juste encore une remarque. Tout ce qu'on a besoin, étant donné des conditions Dirichlet pour une sub-entité, problème local, il faut avoir accès au potentiel à l'intérieur. Et ça, on peut faire, par exemple, avec des bases réduites. C'est une des manières on pourrait s'imaginer. Ou d'autres, ouais, peut-être on discutera plus tard, d'accord? Donc, cet algorithme, on peut le voir sur une forme globale, c'est-à-dire j'ai une matrice bloc LIJ, où I est l'index de chaque pool, et en fait, cette matrice est bloc sparse, c'est-à-dire LIJ est non zéro seulement si la boule I et la boule J s'intersectent. Et ça nous permet en fait de faire des algorithmes qui convergent beaucoup plus vite que par rapport aux comme des itérations de Jacobi. Donc on pourrait s'imaginer de prendre un GMRS sur le système global pour accélérer les choses. D'accord. Mais il se trouve que les chimistes, depuis 30 ans, ils utilisent ce qui est appelé DIIS, Direct Inversion in the Iterative Subspace. En mathématiques, c'est appelé Anderson Acceleration. Et en fait, si on combine ces Jacobi avec ce DIS, ça nous donne des résultats qui sont autant bien que plus ou moins GMRS. J'ai encore un slide sur ce DIS plus tard. Deuxième remarque, donc, en résumé, cet algorithme est très bien pour une implémentation parallèle parce qu'il y a cette structure découplée avec des mémoires découplées et on a on a besoin d'une mémoire qui est linéaire par rapport à un nombre d'atomes, au contraire d'une implémentation boundary element où la matrice de solution est dense parce que le noyau
de Green faire interagir chaque charge sur n'importe quel endroit de la surface avec l'autre. Et on a aussi un linear scaling du temps de calcul par rapport à m, mais seulement si le nombre d'itérations de ce process est constant. Donc, linear scaling, entre guillemets, parce qu'on peut très facilement s'imaginer un contre-exemple où on prend une structure comme ça, celle-là, celle-là, celle-là. On fait gonfler. Et donc, le nombre d'itérations jusqu'à première information des conditions au bord arrive au centre, ça prend au moins n sur 2 itérations. Donc, on a de plus en plus d'itérations à résoudre ça. C'est un peu une optique différente par rapport à une méthode de décomposition domaine standard où oméga est toujours le même et on a une partition qui devient de plus en plus fine et petite. Donc, ouais. Heureusement, dans les applications chimie biologique, ça n'arrive jamais. Mais une application comme ça pourrait arriver, par exemple, en physique ou en sciences des matériaux, on regarde des structures cristallines ou quelque chose comme ça. Mais dans ce cas, ce n'est pas important qu'on a 1000 boules à l'intérieur, on pourrait simplement les remplacer par une grande boule et continuer. OK. Régularisation, je vous ai dit que c'est très important que le profil d'énergie est très lisse. Donc ici aussi, on a une discrétisation. Il y a des points d'intégration qui sont à l'intérieur, qui se retrouvent tout de suite à l'extérieur, et ça donne des sauts dans le profil d'énergie. On peut voir cette formule qu'écrivons ici avec une fonction indicatrice qui a 1 si jamais on est à l'intérieur d'une autre boule. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est justement de régulariser cette fonction indicatrice par un paramètre qu'on va appeler état. Deuxièmement, l'énergie, ce n'est pas la seule quantité qui est importante. Il est absolument très important qu'on a les forces. Les forces, c'est quoi? C'est le changement d'énergie par rapport à un changement des coordonnées nucléaires. Donc, si on fait une simulation de dynamique moléculaire, on veut savoir dans quelle direction les noyaux bougent. Donc, on doit savoir quelle est la force par rapport au changement des noyaux. Ou on peut aussi s'imaginer d'optimiser une géométrie en état fondamental, et donc on a un algorithme de minimisation d'énergie. Et on veut avoir accès au gradient de l'énergie. Donc, c'est le gradient Q, ça veut dire que c'est le gradient par rapport à un changement du QM atome. Et donc, on simplifie un peu les notations. Donc, on peut écrire l'énergie comme une somme sur tous les atomes d'un produit scalaire entre des coefficients d'harmonique sphérique qui s'écrit comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose de connu, qu'on peut calculer et qui dépend de la densité électronique du soluté. Et ça, c'est notre inconnu qui vient du dédécausement. Donc, je prends la formulation globale du problème. Je peux l'écrire ligne par ligne. Donc, je fixe un J qui a un atome et je regarde ça. J'applique le gradient Q sur cette équation-là. Donc, par la règle de la chaîne de contribution, c'est le gradient de l'opérateur et le gradient de l'inconnu. Donc, ces deux quantités ne posent aucun problème. C'est très difficile de trouver les bonnes formules, mais on le peut faire à la main. Et après quelques pages de calcul, on a trouvé des formules pour ce H, qu'on va appeler H. Ce qui est plus difficile de savoir comment le sigma change par rapport à un changement de position. Donc, il est déterminé par ce système linéaire, où H maintenant est connu, donc on peut l'invertir, et on peut écrire ça pour une ligne, que c'est égal à ça. On garde ça en mémoire, on attaque le gradient de l'énergie ici. La première quantité, en fait, ne dépend pas de la position nucléaire, et donc il y a cette quantité qu'on vient de développer, on les met dedans, on change les sommes, on met l'opérateur d'ici à l'autre côté, pour avoir l'opérateur adjoint et
on peut l'exprimer comme ça avec les S, qui est solution du problème adjoint. Donc, je passe à la partie numérique. Pour état égal à 0, donc sans régularisation et état égal à 0.1, on observe l'énergie qui décroît algébriquement. Ça, c'est le cas très très simple, deux boules. Hein, on avait... et là, le sigma en norme H-1,5 qui décroît aussi algébriquement, et le nombre d'itérations qui vont augmenter avec le degré des harmoniques sphériques. Si on régularise, la situation est complètement différente. On a convergence exponentielle de l'énergie, on a convergence exponentielle de l'inconnu sigma, et le nombre d'itérations reste constant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la régularisation? En fait, si vous regardez le problème dans ce petit coin-là du Laplacien, il y a des singularités. Avec la régularisation qu'on fait vers l'intérieur, on les tue, et du coup, la solution est plus lisse. On a comparé les énergies avec ou sans régularisation, et c'est dans la limite acceptable des chimistes. C'est-à-dire, on est entre 1 promille et 1,5%, c'est ce qui est 1 et 5 promille, qui est acceptable, vu qu'on fait beaucoup de modélisation jusqu'avant à cette étape ici. Donc, on compare maintenant avec des vraies molécules sur, disons, state of the art. Et state of the art, c'est la méthode CSC, Continuous Surface Charge, qui a été inventée par York et Karplus. Karplus étant qui a gagné le prix Nobel. C'est une mais pas pour cette méthode. Ça donne des profils d'énergie qui sont lisses, mais par contre, ce n'est pas systematically improvable. Ça veut dire qu'on fait plus d'efforts, on décrit le système avec plus de degrés de liberté, on a un meilleur résultat. Pour nous, mathématiciens, c'est évident. Mais en chimie, il y a des problèmes. Par exemple, ça, c'est une méthode qui est plutôt, ce n'est pas une méthode variationnelle, c'est plutôt une méthode de colocation sur certains points sur la surface où les fonctions de base sont des gaussiennes. Et donc, si on met trop de gaussiennes qui ne changent pas le support ou le width, donc il y a des problèmes d'instabilité qui interviennent. Donc, on prend une implémentation FMM de cette méthode, les autres, ça ne vaut pas la peine de comparer. On prend plusieurs atomes qui vont de 400 jusqu'à 6600 atomes. On prend des degrés de liberté qui sont au moins 2 fois celui-ci de CSC, et ça, c'est le timing. Donc, prenons le plus lourd, là, c'est autour de 25 minutes, et ici, on a 21 secondes. Donc, c'est environ un facteur 60 à 70. Mais en fait, cette contribution qui est ici F s'applique seulement si on le couple avec un modèle quantique. C'est une bonne nouvelle si on fait des modèles classiques de champ de force polarisables parce que cet overhead, il n'y en a pas et donc c'est plutôt un facteur 160. C'est aussi une bonne nouvelle si on fait une approche QM, MM et Cosmo à l'extérieur, parce que celui-ci augmente seulement avec la partie QM. Donc, ça permet de faire des solveurs QM, MM, Cosmo ou continu, solvant continu, qui sont très, très efficaces. Ça, je crois, 24 nœuds, mémoire partagée. Ici? Oui. C'est wall time. Oui. C'est pour avoir convergé. Donc, pour vous montrer que c'est vraiment linéaire, on prend plusieurs subunités de hémoglobine. En fait, on peut les joindre ensemble. On prend 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on voit que le wall time et le mémoire augmentent d'une façon linéaire. Ça, c'est pour des systèmes plutôt globulaires où on sait, par exemple pour CSC, que le FMM a des problèmes pour être efficace. Si on prend des chaînes, plutôt des molécules qui sont alignées,
là où FMM marche bien. On a la même situation, on augmente en wall time et en mémoire d'une façon linéaire. Voilà. Donc, on revient sur l'accélération. Si on fait tout bêtement du Jacobi sur le grand système, c'est-à-dire un Schwartz additif, on a beaucoup d'itérations pour converger. On applique juste le DIS, on gagne un facteur 6. Et implémentation parallèle, pour le moment, c'est encore en OpenMP, c'est-à-dire en mémoire partagée. Donc, on a des speed-up raisonnables jusqu'à 150 cores. On est en train de faire une implémentation efficace pour des systèmes, pour des clusters de mémoire partagés, distribués, où sur chaque nœud, on a encore du OpenMP à l'intérieur, pour le processus à l'intérieur. On peut aussi tester quelle est la limite. Donc, on a pris une molécule qui est énorme, c'est 75 atomes, 75 000 atomes, et ça a autour de 3 jusqu'à 4 minutes pour tout résoudre. Donc, ça nous permet de faire des simulations en dynamique moléculaire. Ça, donc, c'est ubiquitine, c'est autour de 1000 atomes. Chaque pas de temps dans l'intégration, c'est une femtoseconde. C'est une simulation de 100 picosecondes, c'est-à-dire ici, on calcule 100 000 fois le problème des décaussements. Donc, si on a 9 secondes ou 45 minutes, ça fait la différence que soit on fait la simulation ou on ne la fait pas. Et donc, avec ça, on a quand même pu convaincre les chimistes d'implémenter ça dans des nouveaux codes ou les codes de chimie actuels. OK, donc un slide sur cette DIS Anderson-Al Acceleration. Donc, c'est une méthode où c'est work in progress avec Antoine Levitt et l'équipe qui était déjà mentionnée sur le premier slide. Donc, c'est une méthode qui vient en fait à la base de résoudre des équations non linéaires, des Electronic Structure Calculations. Ici, je l'écris sous forme de résoudre un problème linéaire, c'est AX égale B. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça consiste? On a une solution de l'étape précédente. On fait un schéma normal d'avancement en temps par un schéma de splitting où on écrit A égale préconditionnaire moins N. Donc, c'est ça. Et après, je cherche mon XK en fonction des coefficients des K comme somme, combinaison linéaire de ce X tilde K, mais aussi les précédentes. D'accord? Et j'écris le résidu en fonction de D, et je minimise, ou je prends l'argument de ce résidu par rapport à une mesure plutôt bizarre de ce résidu, tel que les coefficients, la somme vaut 1. Donc, il est bien connu que si jamais on prend ici une histoire infinie, donc jusqu'au premier, que ça c'est GMRS, plus ou moins. Mais pour les chimistes, en fait, utilisent surtout un Q qui est fini. Donc, on prend 5 à 15 pas de l'histoire. Et dans ce cas, même pour Q égale 2, la méthode est déjà très difficile à analyser. Et j'aimerais juste encore mentionner que c'est différent que, par exemple, Jacobi over-relaxation, qui consistait ici de prendre une combinaison linéaire entre le x tilde k et le xk-1. Non, ici, si q égale 2, c'est x tilde k et x tilde k-1. Et ça change beaucoup, en fait. Et on a presque terminé. Une autre idée ou work in progress, c'est une formulation faible pour les méthodes de décomposition de domaine. C'est un travail en cours avec Xavier Kless. Donc, on regarde juste le problème avec un nombre fini de sous-domaines. Ici, j'en ai illustré 2, mais ça s'applique à autant qu'on veut. Donc, on résout juste le poisson ici avec des conditions de bord Dirichlet. Donc, on peut bien formuler le additif Schwartz ou ici alternating Schwartz, en fait, où on résout des problèmes locaux à chaque étape où on prend les conditions de Dirichlet comme échange des informations. Donc, si on itère jusqu'à l'infini, on a bien
des solutions U1 infini, U2 infini, qui correspondent, si U limité à oméga I, qui correspond à UI infini. Donc, on s'est posé la question, quel est l'espace H, qui est un sous-espace de tous les H1 oméga I tensorisés? Quelle est la forme bilinéaire A, telle que cette formule le couple A1 infini, A2 infini, ainsi de suite. Donc, les vecteurs U, ou ici pour 2, peuvent s'écrire sous cette forme et A est coercif. On a demandé beaucoup de personnes et il n'y a personne qui pouvait nous dire que ça a été déjà fait. Peut-être on pourrait discuter plus tard. Et quel est l'espace H? Et donc, avec ça, on peut appliquer un meilleur solver, par exemple un gradient conjugué précondition sur le système-là. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est d'avoir des méthodes qui ont un maillage qui n'a rien à voir sur un sous-domaine avec le maillage de l'autre sous-domaine. Donc, il y a des grilles qui ne sont pas la même grille sur l'intersection. Voilà. Donc, conclusion. DD Cosmo est robuste, lisse en énergie et très très vite parce qu'il y a les harmoniques sphériques qui sont les fonctions propres de simple couche et on a une extension harmonique à l'intérieur qui est quasiment gratuite. L'approximabilité, c'est très bien contrôlé. Donc, si on augmente le nombre de points d'intégration, le nombre de degrés des harmoniques sphériques, on arrive à des meilleurs résultats, ce qui n'est pas toujours standard en chimie. On a un linear scaling pour toutes les molécules qu'on a regardées. Il y a des extensions, donc on peut coupler ça avec n'importe quelle méthode quantique, classique, champ de force, polarisable, et ainsi de suite. Ça est ou est en train d'être implémenté dans les grands codes comme Gaussian ou Tinker. Dans Gaussian, si je suis bien informé, ça va être dans la prochaine révision comme solver de standard. Autre travail en cours, c'est des extensions à des modèles de solvatation. Donc, ça consiste, d'une part, comme on a déjà discuté, une autre définition de la cavité, mais d'autre part aussi d'autres modèles que le Cosmo. Donc, c'est-à-dire, on prend la constante diélectrique à l'extérieur, qui n'est pas infinie, mais quelque chose de fini. Donc, on a un problème couplé à l'extérieur-intérieur, et on est en train de faire ça aussi. Une analyse de convergence. On sait que la convergence des itérations, ça suit la théorie continue du problème volunique, qui était bien établi par vous. Mais par exemple, qu'est-ce qui se passe? Combien l'erreur en énergie diminue si on augmente le degré des harmoniques sphériques? Étendre ce paradigme de DD pour d'autres équations intégrales et ce linear scaling algorithme pour DD Cosmo nous permet en fait de faire un algorithme complètement linéaire pour des méthodes classiques, donc molecular dynamics, avec DD Cosmo, en utilisant des FMM pour cette partie et le couplage entre les deux. Donc, des remarques particulières. Ça, c'est un projet qui montre comment on peut faire l'interaction entre les disciplines. Mais ça prend beaucoup d'efforts et du temps jusqu'à parler le même langage. Et j'aimerais particulièrement remercier l'Institut du Scientific Computing ICS à Paris 6 qui permet un travail interdisciplinaire dans ce genre. Et donc, c'est très joli, de mon avis, je donne un exemple, comme une idée mathématique a fait le pont jusqu'en chimie et s'est implémenté dans la prochaine version de Gaussian, si je suis bien informé. Donc, ici, une liste de bibliographies. Donc, vous voyez, c'est plutôt ce que dans les journaux de chimie. Donc, on a appris au cours du temps d'écrire des articles pour les chimistes. Donc, les reviews sont un peu différents maintenant. Donc, merci beaucoup pour votre attention.